Les enfants sont censés être innocents et insouciants, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas le cas d'Amarjit Sada, 7 ans, qui a brutalement ôté la vie à sa sœur de 8 mois, simplement parce qu'elle pleurait trop. Ou même pour Jasmine Richardson, dont l'idée de l'idylle parfaite entre adolescents a commencé par l'assassinat de ses parents. Préparez-vous à être ébranlé par ces 15 jeunes tueurs en série terrifiants qui vous feront remettre en question l'innocence de l'enfance. Amarjit Sada. En 2007, l'Inde a obtenu un record du monde qu'elle n'aurait jamais voulu avoir, celui du plus jeune tueur en série. À 7 ans à peine, Amarjit Sada avait commis 3 meurtres brutaux. Né en 1998 dans le village de Muzahahar au Bihar, Amarjit est le fils de parents pauvres. Solitaire par nature, il passait son temps à grimper aux arbres et à errer dans son village. La naissance de sa petite sœur a alourdi les ressources déjà fragiles de la famille. Les parents d'Amarjit lui ont laissé la garde de sa cousine de 6 mois, la fille de son oncle maternel. Il a commencé à pincer et à gifler l'enfant, et lorsqu'elle a pleuré, il a mis ses mains autour de sa gorge et l'a étouffée. Il l'a ensuite emmenée dans une forêt voisine, lui a fracassé la tête et l'a enterrée. Lorsque sa mère est revenue, il a souri et l'a emmenée au corps. Ses parents l'ont protégé même après ses aveux. Sa victime suivante était sa sœur âgée de 8 mois. Un après-midi, alors que ses parents dormaient, il l'a étranglée. Lorsque sa mère était venue la chercher, elle a compris ce qui s'était passé. Lorsqu'elle a demandé à Amarjit s'il l'avait fait, il a répondu « oui ». Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi, il a répondu « comme ça ». Mais là encore, ses parents ne l'ont pas dénoncé à la police. Son dernier meurtre a eu lieu en 2007, alors qu'il était âgé de 8 ans. Cette fois, il s'agissait d'une petite fille de 6 mois nommée Khushbu. La mère de l'enfant avait laissé sa fille à l'école primaire, mais s'est aperçue à son retour qu'elle n'était plus là. Quelques heures plus tard, Amarjit a avoué l'avoir tuée. Il a admis l'avoir étranglée, frappée avec une brique et enterrée. Il a même conduit les villageois sur les lieux. Lorsque la police l'a interrogé, Amarjit est resté calme et serein, sans aucune crainte sur son visage. Sa nonchalance a stupéfié les policiers. Mais il a fini par les conduire à l'endroit où il avait enterré sa dernière victime et leur a parlé de ses meurtres précédents. Comme il était mineur, il a été envoyé dans un foyer pour mineurs et maintenu en isolement. Les médecins lui ont diagnostiqué des troubles du comportement, affirmant qu'il éprouvait du plaisir à faire du mal aux autres. Ils ont dit qu'il était né avec un trouble mental qui le motivait à commettre des meurtres. Ils pensaient que sa maladie physique et mentale pouvait être soignée par des médicaments et une thérapie. Lorsqu'Amarjit a eu 18 ans en 2016, il a été libéré sous une nouvelle identité et on ne sait toujours pas où il se trouve. Cayetano Santos Godinho. Cayetano Santos Godinho, également connu sous le nom de El Petiso Orejudo ou le nain aux grandes oreilles, n'avait que 16 ans lorsqu'il a été déclaré fou et envoyé dans une maison de correction pour le meurtre de 4 enfants et la tentative de meurtre de 7 autres à Buenos Aires, en Argentine, au début du XXe siècle. Né le 31 octobre 1896, Cayetano était l'un des 8 ou 10 garçons de la famille. Ses parents, Fiore Godinho et Lucia Ruffo, étaient des immigrés italiens et des alcooliques. Son père avait contracté la syphilis avant la naissance de Cayetano, ce qui a entraîné de graves problèmes de santé pour l'enfant. Il a également subi des violences physiques de la part de son père et de son frère aîné, et les médecins ont découvert par la suite 27 cicatrices sur sa tête. Cayetano a manifesté des tendances violentes dès son plus jeune âge, tuant des chats et des oiseaux et aimant jouer avec le feu. Il a également eu des difficultés à l'école en raison d'un manque d'intérêt et d'un comportement rebelle. À l'âge de 7 ans, il a battu un enfant de 2 ans et l'a jeté dans un fossé. Mais il s'en est tiré avec une visite au poste de police. L'année suivante, il a attaqué un autre enfant avec une pierre, mais a été libéré de prison en raison de son jeune âge. À l'âge de 10 ans, Cayetano a été envoyé en prison pendant 2 mois après que ses parents ont signalé sa masturbation compulsive à la police. Après sa libération, il a continué à faire preuve d'un comportement violent, notamment en commettant des incendies criminels et des tentatives de meurtre. Le 3 décembre 1912, il a attiré Gesualdo Giordano, un enfant de 3 ans, en lui promettant des bonbons. Il tente d'étrangler l'enfant, le bat et lui enfonce un clou dans le crâne. Il cache le corps avant d'assister à la veillée funèbre et de toucher le crâne à l'endroit où il a enfoncé le clou. Il a été arrêté le lendemain et a avoué ses crimes. Cayetano a d'abord été envoyé dans une maison de correction, avant d'être transféré en prison, puis au pénitencier d'Ushuaia. Il a continué à faire preuve d'un comportement violent, notamment en tuant les chats de compagnie des détenus et en attaquant d'autres prisonniers. Il est mort en prison le 15 novembre 1944 dans des circonstances suspectes, peut-être à la suite d'une hémorragie interne. Sa dépouille n'a jamais été retrouvée, ce qui ajoute un dernier élément mystérieux à cette affaire qui fait froid dans le dos. Mary Bell. Mary Bell est née le 26 mai 1957 de Betty McCricket, une prostituée de 16 ans qui aurait dit au médecin de m'enlever cette chose lorsqu'elle a vu sa fille.
À partir de là, les choses se sont dégradées. McCricket s'absente souvent de son domicile pour des voyages d'affaires à Glasgow, mais ces absences sont autant de périodes de répit pour la jeune Mary, qui subit des violences mentales et physiques lorsque sa mère est présente. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, ils ne sont pas surpris qu'à l'âge de 10 ans, Mary Bell soit devenue une enfant étrange, renfermée et manipulatrice, toujours à la limite de la violence. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Pendant les semaines qui ont précédé son premier meurtre, Mary Bell s'est comportée de manière étrange. Le 11 mai 1968, Mary jouait avec un petit garçon de 3 ans lorsque celui-ci fut grièvement blessé en tombant du haut d'un abri antiaérien. Ses parents pensèrent qu'il s'agissait d'un accident. Le lendemain, 3 mères se sont manifestées pour dire à la police que Mary avait tenté d'étouffer leur jeune fille. Elles ont été brièvement interrogées par la police et ont fait l'objet d'un sermon, mais aucune charge n'a été retenue contre elles. Quelques mois plus tard, Mary Bell, 11 ans, étrangle à mort Martin Brown, 4 ans, dans une maison abandonnée de Newcastle, en Angleterre. Elle s'est ensuite introduite dans une crèche avec son amie Norma, 13 ans, et a laissé des notes avouant le meurtre. La police a considéré qu'il s'agissait d'une farce. 2 mois plus tard, Mary et Norma ont étranglé Brian Howe, âgé de 3 ans. Mary a mutilé son corps avec des ciseaux, griffant ses cuisses et écorchant partiellement ses parties génitales. Elle est également revenue sur les lieux pour graver un M sur son estomac avec une lame de rasoir. La mère de Mary, Betty, était une prostituée qui laissait souvent sa fille seule et a tenté de la tuer à plusieurs reprises, lui donnant des pilules en guise de friandises. Dès l'âge de 4 ans, la mère de Mary l'a forcée à se livrer à des actes sexuels avec des hommes. Mary a été reconnue coupable d'homicide involontaire en décembre 1968 et condamnée à la prison à vie. Elle a été libérée en 1980, à l'âge de 23 ans, et a changé d'identité. Elle a donné naissance à une fille en 1984. Sa fille n'a connu le passé de sa mère qu'en 1998, lorsque des journalistes ont découvert l'endroit où elle se trouvait. Jasmine Richardson. En avril 2006, Jasmine Richardson, 12 ans, et son petit ami Jeremy Steinke, 23 ans, se sont retrouvés au centre d'une enquête sur un meurtre horrible. Les corps de 3 membres de la famille Richardson ont été découverts dans leur maison de Medicine Hat, en Alberta, au Canada. Les victimes sont Mark Richardson, sa femme Debra et leur fils de 8 ans, Tyler Jacob. La fille du couple, Jasmine, âgée de 12 ans, avait disparu. On a d'abord craint que Jasmine ait été enlevée ou qu'elle ait subi le même sort que sa famille. Cependant, le lendemain, elle a été retrouvée à 81 miles de là, dans la communauté de Leader, Saskatchewan, en compagnie de Steinke. Tous deux ont été arrêtés et inculpés pour les meurtres. La relation sombre et tordue du jeune couple avait commencé quelques mois plus tôt, lorsqu'ils s'étaient rencontrés lors d'un concert de punk rock. Steinke, qui avait abandonné ses études secondaires et avait un passé trouble, prétendait être un loup-garou vieux de 300 ans et portait une fiole de sang autour du cou. Il était présent sur le site vampirefreaks.com, un réseau social gothique. Autrefois décrite comme une fille heureuse et sociable, Jasmine est rapidement tombée amoureuse de Steinke et du style de vie gothique. Elle s'est maquillée pour paraître plus âgée et a adopté le pseudonyme en ligne Runaway Devil. Des amis de Steinke ont révélé plus tard qu'il leur avait dit qu'il aimait le goût du sang. Les Richardson, naturellement troublés par la relation de leur fille avec un homme 2 fois plus âgé qu'elle, ont tenté d'y mettre un terme. Ils ont puni Jasmine et lui ont retiré son ordinateur. Mais les amoureux croisés étaient déterminés à être ensemble, quel qu'en soit le prix. Jasmine a exposé son plan effrayant dans un message adressé à Steinke « J'ai un plan. Il commence par le fait que je les tue et se termine par le fait que je vive avec toi. » Steinke a répondu « J'adore ton plan, mais il faut qu'on soit un peu plus créatif avec les détails et tout ça. » La nuit des meurtres, le couple a regardé le film Natural Born Killers, qui raconte l'histoire violente d'un couple en pleine folie meurtrière. Le lendemain, ils ont été vus en train de rire et de s'embrasser dans un restaurant, 2 heures seulement après avoir commis les actes brutaux. Lorsque la police est arrivée au domicile des Richardson, elle a découvert une scène macabre. Debra et Mark avaient été poignardés à mort dans le sous-sol, Mark portant 24 coups de couteau et Debra 12. À l'étage, le petit Tyler Jacob gisait dans son lit, la gorge tranchée, entouré de jouets maculés de sang. Au début, Jasmine n'était pas considérée comme un suspect. Mais au fur et à mesure que les preuves trouvées dans sa chambre et son casier étaient découvertes, les enquêteurs ont réalisé l'impensable. La jeune fille de 12 ans avait comploté les meurtres de sa propre famille. En 2007, Jasmine a été reconnue coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et condamnée à 10 ans de prison, la peine maximale autorisée pour un mineur. Elle a été libérée en 2016 et a changé d'identité. Steinke a également été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, pendant 25 ans. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait agi ainsi, il a répondu « Lorsqu'on trouve l'âme sœur, on fait n'importe quoi pour elle. J'ai fait n'importe quoi. » Steinke a également été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, pendant 25 ans. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait agi ainsi, il a répondu « Lorsqu'on trouve l'âme sœur, on fait n'importe quoi
Craig Price. Dans la nuit du 27 juillet 1987, Craig Price, 13 ans, a commis son premier meurtre. Il s'est introduit dans la maison de sa voisine, Rebecca Spencer, âgée de 27 ans, a pris un couteau dans sa cuisine et l'a brutalement poignardé à 58 reprises. La brutalité de ce meurtre a choqué tout le voisinage. Et, malgré les efforts déployés pour retrouver l'assassin, l'affaire n'a pas été élucidée. 2 ans plus tard, le 1er septembre 1989, Price, sous l'emprise de la marijuana et du LSD, s'introduit dans la maison d'un autre voisin, appartenant cette fois à la famille Heaton. Il a poignardé Joan Heaton, 39 ans, 57 fois, et sa fille Jennifer, 10 ans, 62 fois, et a écrasé le crâne de sa fille Melissa, 7 ans, en lui infligeant également 30 coups de couteau. Les coups de couteau étaient si violents que les manches des couteaux se sont brisées, laissant les lames plantées dans le corps des victimes. Toutes les victimes de Price étaient de ses voisins, choisis après les avoir espionnés. Il s'introduisait chez eux et les poignardait à mort avec leurs propres couteaux de cuisine, souvent si profondément que les couteaux se brisaient. Les corps de ces victimes étaient laissés dépecés, entourés d'immenses mares de sang. Les similitudes entre les crimes étant frappantes, le FBI a été appelé à établir le profil d'un tueur en série. Ils n'ont pas réussi à identifier un jeune homme noir de 15 ans comme suspect. Cependant, un détective observateur a remarqué que Price avait une large coupure à la main, ce qui a conduit à son arrestation. Lorsqu'il a été interrogé, M. Price a tenté de justifier la coupure qu'il s'était faite à la main en disant qu'il s'était blessé en frappant la vitre d'une voiture alors qu'il était ivre. Cependant, les inspecteurs n'ont pas été convaincus et ont rédigé un rapport, décidant d'enquêter plus avant. Ils ont rapidement découvert que Price avait des antécédents judiciaires, notamment en matière d'effraction, de vol, d'espionnage et de consommation de drogue. Au cours de l'interrogatoire, Price a de nouveau été interrogé sur la coupure à la main. Il s'en est tenu à sa première version, mais les inspecteurs savaient qu'il mentait. Ils lui ont demandé de passer au détecteur de mensonges, ce qu'il n'a pas réussi. Un mandat de perquisition a été obtenu et la police a trouvé des couteaux et des vêtements ensanglantés à son domicile. Confronté à ces preuves, Price a calmement avoué les meurtres, imitant même les bruits de la mort des jeunes filles. Il n'a montré aucun remords et s'est vanté qu'il allait marquer l'histoire lorsqu'il serait libéré, car il ne pouvait pas être jugé comme un adulte en raison de son âge. Ida Schell. Ida Schnell n'était qu'une jeune fille de Munich, à peine une adolescente. Mais elle travaillait comme nourrice, s'occupant de bébés. Elle semblait plus âgée que son âge, mais les gens pensaient souvent qu'elle n'était pas très intelligente. Ce qui est étrange, c'est que partout où elle allait, les bébés dont elle s'occupait semblaient avoir le don de mourir. Personne n'a vraiment fait le rapprochement jusqu'à ce que le 6e bébé soit mort sous sa surveillance. Ils sont tous décédés subitement dans les 6 mois qui ont suivi sa prise en charge. Les soupçons ont commencé à poindre après le 6e enterrement. Finalement, ils ont décidé de déterrer le corps de la dernière victime, un nouveau-né de la famille Bickler. Le pauvre enfant n'avait que 2 semaines lorsqu'il est mort. Ce qu'ils ont trouvé est horrible. Quelqu'un avait délibérément percé le crâne mou du bébé avec un objet pointu, provoquant ainsi sa mort. Soudain, tous les regards se tournent vers Ida Schnell. Comment une personne aussi jeune peut-elle faire une telle chose? Ce fut un choc pour tout le monde. Les autorités ont commencé à reconstituer le puzzle et n'ont pas tardé à comprendre que la mort de tous ces bébés n'était pas un accident. La vérité fait froid dans le dos. Il semble que partout où Ida est allée, la tragédie l'a suivie. Elle passait d'un emploi à l'autre, mais le schéma restait le même. Des enfants innocents perdèrent la vie sous sa responsabilité. Marcello Pesseghini. Le lundi 5 août 2013, à l'aube, Marcello Pesseghini, 13 ans, a abattu ses parents, sa grand-mère et sa grand-tante dans leur maison de Sao Paulo, au Brésil. Il s'est ensuite rendu à l'école, a suivi des cours et, après être rentré chez lui, s'est suicidé. Le père de Marcello, Luis Pesseghini, un sergent de police de 40 ans, a été retrouvé mort dans son lit. Sa mère, Andrea Pesseghini, une policière de 35 ans, a été retrouvée à genoux dans la chambre à coucher. La grand-mère de Marcello, Benedita de Oliveira Bovo, 65 ans, et sa grand-tante, Bernadette Oliveira da Silva, 55 ans, ont été retrouvées mortes dans leur lit, dans une autre partie de la maison. Les 4 victimes ont été tuées d'une balle dans la tête. Marcello a été retrouvé mort avec une blessure par balle à la tête. Le revolver de la police de son père a été retrouvé à proximité et une deuxième arme a été découverte dans son sac à dos d'écolier. La scène de crime effrayante ressemblait étrangement au tristement célèbre massacre de la famille d'Amityville en 1974, au cours duquel Ronald DeFeo Jr. avait abattu ses parents, ses 2 frères et ses 2 sœurs dans leur lit. 8 mois avant les meurtres, Marcello avait publié sur sa page Facebook une photo liée à cette tuerie, ce qui a amené les enquêteurs à penser qu'il reconstituait le célèbre crime. Selon ses amis, Marcello avait exprimé le désir de tuer ses parents et de devenir tueur à gages. Il avait également formé un groupe appelé « Mercenaires »,
dont l'objectif était de tuer des parents et des politiciens corrompus. Michael Hernandez. Michael Hernandez n'avait que 14 ans lorsqu'il est devenu obsédé par les tueurs en série, passant son temps libre à rechercher leurs crimes horribles et leur vie. Cette fascination s'est transformée en sinistre lorsqu'il a décidé de devenir lui-même un tueur en série. Le 3 février 2004, Hernandez s'est armé d'un couteau, de gants et d'une veste trop grande et s'est rendu à l'école avec l'intention de commencer sa série de meurtres. Sa première victime, un camarade de classe de la Southwood Middle School de Palmetto Bay, en Floride, a refusé son invitation à regarder quelque chose dans les toilettes des garçons. Sans se décourager, Hernandez a proposé la même chose à son ami et camarade de classe, Jamie Goog, âgé de 14 ans. Tragiquement, Jamie a accepté et, une fois dans les toilettes, Hernandez a attaqué Jamie, le poignardant 42 fois avant de lui trancher la gorge. Hernandez est ensuite retourné en classe, comme si de rien n'était, cachant le couteau ensanglanté dans un compartiment caché de son sac à dos. Cependant, un enseignant a remarqué le sang sur ses mains, et peu après, le corps de Jamie Goog a été découvert. Hernandez a été placé en garde à vue, et son journal, contenant une liste de meurtres avec de nombreux noms, dont celui de sa sœur, a été retrouvé à son domicile. Au cours de son procès, Hernandez a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale, mais le tribunal a rejeté sa demande. Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie en 2008. Pendant son incarcération, il a continué à s'intéresser à des sujets macabres, notamment les tueurs en série, la musique death metal et les films violents. Malgré ses remords et ses tentatives pour se présenter comme un homme changé, un juge a rejeté sa demande de libération anticipée en 2016, citant sa fascination persistante pour les sujets violents. Hernandez est décédé en prison en avril 2021, à l'âge de 31 ans, des suites d'une dysrythmie cardiaque attribuée à une obésité morbide. Si sa mort a suscité des émotions mitigées chez ceux qui ont été touchés par son crime, elle a également laissé des questions sans réponse et un rappel glaçant de la noirceur qui se cachait autrefois en lui. Pedro Rodrigues Filho. Pedro Rodrigues Filho, connu sous le nom de Pedrinho Matador ou Killer Pete, était un tueur en série brésilien qui s'en prenait exclusivement aux criminels présumés. Son histoire est si célèbre qu'elle a inspiré la populaire série télévisée Dexter, d'où son autre surnom, le Dexter brésilien. Né en 1954, Filho a connu une vie tragique dès le départ. Son crâne a été endommagé avant même sa naissance en raison des violences physiques infligées par son père à sa mère enceinte. Cela a donné le ton à une enfance remplie de violence, et à 13 ans seulement, il a tenté de tuer son cousin en le poussant dans une presse à canne à sucre. Il affirme avoir ressenti l'envie de tuer pour la première fois à ce moment-là. La série de meurtres de Filho a commencé lorsqu'il avait 14 ans. Il a abattu le maire adjoint de sa ville natale, Santa Rita do Sapucaí, pour avoir renvoyé son père, agent de sécurité dans une école. Un mois plus tard, il a tué un autre gardien, qu'il soupçonnait d'être le véritable voleur. Après ces meurtres, il s'est réfugié à São Paulo, où il a cambriolé des fumeries de drogue et tué des trafiquants, attirant l'attention des médias en tant que justicier. La vie personnelle de Filho a également été marquée par la tragédie. Sa fiancée, Maria Aparecida Olympia, a été assassinée par un chef de gang alors qu'elle était enceinte de lui. Furieux, il a traqué et tué tout le gang, y compris le chef. Ce n'est pas la seule fois où il s'est vengé des assassins de ses proches. Lorsque son père a assassiné sa mère, Filho a tué son père en prison, en le poignardant 22 fois, en lui arrachant le cœur et en le mordant. La folie meurtrière de Filho s'est poursuivie derrière les barreaux. Il a tué 47 détenus, dont un violeur avec lequel il était transporté et un compagnon de cellule qui l'espionnait lors de ses visites conjugales. Malgré ces crimes horribles, il a été libéré en 2007 après avoir purgé une peine de 34 ans, la loi brésilienne de l'époque interdisant à quiconque de passer plus de 30 ans en prison. La liberté retrouvée de Filho a été de courte durée, puisqu'il a été arrêté à nouveau en 2011 et condamné pour émeute et privation de liberté. Il a été libéré en 2018 après avoir purgé une peine de 7 ans. Après sa deuxième libération, il est devenu YouTuber, utilisant sa chaîne pour dénoncer la criminalité et partager son histoire. Cependant, sa vie a connu une fin violente le 5 mars 2023, lorsqu'il a été abattu par 2 assaillants inconnus. Caril Ann Fugate. Caril Ann Fugate, née le 30 juillet 1943 à Lincoln, Nebraska, est devenue la plus jeune femme de l'histoire des États-Unis à être jugée et condamnée pour meurtre au premier degré. En 1958, alors qu'elle n'avait que 14 ans, son petit ami, Charles Starkweather, âgé de 19 ans, s'est mis à tuer 11 personnes, dont la mère de Caril Ann Fugate, son beau-père et sa demi-sœur âgée de 2 ans. Starkweather, qui avait abandonné ses études secondaires, a commencé à commettre des meurtres en décembre 1957 en tuant un pompiste. Il s'en prend ensuite à la famille de Fugate le 21 janvier 1958. Au cours des 48 heures suivantes,
La folie du couple a coûté la vie à 7 autres personnes. Starkweather a abattu et poignardé des victimes, dont un fermier, 2 adolescents, un couple aisé et sa femme de chambre. Madame Fugate a affirmé qu'elle était un otage, terrifiée par ce que Starkweather ferait à sa famille si elle n'obéissait pas. Elle a affirmé qu'en rentrant chez elle, elle avait trouvé sa famille déjà assassinée et que Starkweather lui avait dit qu'ils étaient retenus en otage par son gang. Elle a insisté pour rester avec lui afin de protéger ses proches. Cependant, Starkweather a par la suite affirmé qu'elle était complice et a même témoigné contre elle. La série de crimes du couple a pris fin le 29 janvier 1958, lorsqu'ils ont été arrêtés dans le Wyoming. Starkweather est condamné à mort et exécuté sur la chaise électrique le 25 juin 1959. Fugate, quant à elle, est condamnée à la prison à vie. Bien qu'elle ait clamé son innocence, elle a été condamnée sur la base du témoignage de Starkweather et de l'argument de l'accusation selon lequel elle avait eu la possibilité de s'échapper. Le rôle de Fugate dans ces meurtres est débattu depuis des décennies. Certains pensent qu'elle était elle-même une victime, manipulée et traumatisée par Starkweather. D'autres la considèrent comme une complice enthousiaste, ayant même participé à certains des meurtres. La véritable nature de son implication reste floue, et elle a toujours clamé son innocence. Madame Fugate a bénéficié d'une libération conditionnelle en 1976, après avoir passé 17 ou 18 ans en prison. Elle a refait sa vie, travaillant comme technicienne médicale et assistante de conciergerie avant de prendre sa retraite. Elle s'est mariée en 2007, mais la tragédie a de nouveau frappé lorsque son mari est décédé dans un accident de voiture en 2013. Madame Fugate a demandé à être graciée pour laver son nom, mais sa demande a été rejetée en 2020, ce qui laisse planer le doute sur son véritable rôle dans les meurtres. Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante est née le 28 janvier 1994 dans le comté de Cole, Missouri. N'avait que 15 ans lorsqu'elle a brutalement assassiné sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holten, le 21 octobre 2009. Ce crime choquant a révélé la face cachée d'une adolescente apparemment ordinaire. En apparence, Bustamante semblait être une adolescente typique. Elle écrivait des poèmes, plaisantait et fréquentait régulièrement l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, où elle participait à des activités pour les jeunes. Cependant, sa présence en ligne racontait une autre histoire. Sur son profil MySpace, elle indique que ses passe-temps sont « tuer des gens » et « couper ». Madame Bustamante a eu une enfance difficile, avec des parents toxicomanes qui étaient souvent absents. Elle a été élevée par ses grands-parents, qui lui ont offert un foyer stable. Cependant, Bustamante a souffert de problèmes de santé mentale, notamment d'une grave dépression, et a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Elle prenait des antidépresseurs et avait reçu des soins psychiatriques. Le jour du meurtre, Bustamante a attiré Holten dans les bois, l'a étranglée, lui a tranché la gorge et l'a poignardée à plusieurs reprises. Elle a ensuite enterré le corps dans une fosse qu'elle avait creusée quelques jours plus tôt. Dans son journal, Bustamante a décrit le meurtre. « Je viens de tuer quelqu'un, putain. Je l'ai étranglé, je lui ai tranché la gorge et je l'ai poignardé. Et maintenant il est mort. Je ne sais pas comment me sentir en ce moment. C'était incroyable. Dès que vous dépassez le sentiment « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça », c'est plutôt agréable. Mais je suis un peu nerveuse et tremblante en ce moment. Bon, il faut que j'aille à l'église maintenant. Lol. Après le meurtre, Bustamante a assisté à un bal à l'église pendant que la police recherchait Holten. Lorsqu'elle a été confrontée à la police, elle a d'abord nié le crime, mais a ensuite avoué et conduit la police jusqu'à la tombe. Elle a été inculpée de meurtre au premier degré et d'action criminelle armée. Au cours du procès, les avocats de la défense de Madame Bustamante ont mis en avant son enfance difficile et ses problèmes de santé mentale. Cependant, elle a été jugée en tant qu'adulte et, en 2012, elle a accepté de plaider coupable de meurtre au second degré et d'action criminelle armée. Elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle, mais ses appels ultérieurs ont été rejetés. La mère d'Elizabeth Holten, Patricia Price, a qualifié Madame Bustamante de monstre et l'a poursuivie en justice pour décès injustifié, avant de conclure un accord pour 5 millions de dollars. James Fairweather. James Fairweather, né en 1999, a été surnommé le plus jeune tueur en série de Grande-Bretagne lorsque, à 15 ans seulement, il a brutalement assassiné 2 inconnus à Colchester, dans l'Essex, en 2014. Son obsession pour les tueurs en série et son désir de les imiter l'ont conduit à une folie meurtrière qui a choqué la nation. La première victime de Fairweather était James Hatfield, 33 ans, père de 5 enfants, qui avait subi une lésion cérébrale lors d'un accident de voiture. Le 29 mars 2014, Fairweather a poignardé Hatfield plus de 100 fois lors d'une attaque brutale et implacable. 3 jours auparavant, Fairweather avait reçu une ordonnance de renvoi pour un vol commis sous la menace d'un couteau dans un magasin. 3 mois plus tard, le 17 juin, Fairweather a de nouveau frappé. Cette fois, sa victime était Naïd Almanea, 31 ans, étudiante saoudienne à l'université d'Essex.
Fairweather l'a poignardée à plusieurs reprises avec une baïonnette, notamment dans les deux yeux, alors qu'elle marchait sur un sentier naturel près de chez elle. L'obsession de Fairweather pour les tueurs en série était évidente. Il s'intéressait à l'éventreur du Yorkshire, Peter Sutcliffe, et considérait Ted Bundy comme son meurtrier préféré. Il a également fait des recherches sur d'autres tueurs célèbres comme Ian Huntley, Mira Hindley et l'étrangleur de Stockwell, Kenneth Erskine. Sa fascination s'est étendue aux films d'horreur et aux jeux vidéo violents, tels que Call of Duty et Grand Theft Auto. En mai 2015, Fairweather a été arrêté alors qu'il était à la recherche d'une troisième victime. Il a été repéré par un promeneur de chiens caché dans les buissons près de l'endroit où il avait tué Almanea, portant des gants et un couteau. Il a déclaré à la police « J'attends quelqu'un à tuer. Je l'ai déjà fait 2 fois. » Au cours de son procès, Fairweather a admis l'homicide involontaire, mais a nié le meurtre, invoquant une responsabilité réduite, due à une psychose et à des voix qui le poussaient à tuer. Toutefois, un psychiatre du tribunal a mis en doute ses affirmations, et il a été reconnu coupable des 2 meurtres. En avril 2016, il a été condamné à la prison à vie, avec une peine minimale de 27 ans. Cindy Collier et Shirley Wolf. Cindy Collier et Shirley Wolf, âgées respectivement de 15 et 14 ans, sont devenues des tueuses adolescentes après avoir brutalement assassiné Anna Brackett, 85 ans, dans sa maison d'Auburn, en Californie, le 14 juin 1983. Cette affaire est d'autant plus choquante que les jeunes filles ne s'étaient rencontrées que la veille. Collier et Wolf avaient tous deux un passé trouble marqué par des abus sexuels et des problèmes familiaux. Collier, une adolescente rebelle qui avait déjà commis des vols à l'étalage, des brimades et des vols de voitures, avait été violée avant son 10e anniversaire et nourrissait de la colère et du ressentiment à l'égard de personnes qu'elle considérait comme ayant une vie normale. Wolf, quant à elle, a été abusée sexuellement par son père et son grand-père paternel dès son plus jeune âge. Elle a eu une enfance perturbée, s'est enfuie de chez elle à l'âge de 6 ans et est passée d'un foyer d'accueil à l'autre. Le jour du meurtre, les filles voulaient voler une voiture et quitter la ville. Comme elles savaient qu'elles ne pourraient pas maîtriser des adultes, elles ont décidé de s'en prendre à une personne âgée. Elles ont choisi Brackett, une couturière à la retraite et arrière-grand-mère aimable et serviable, qui les a invitées à entrer chez elle après qu'elle lui ait demandé d'utiliser son téléphone. Les filles ont bavardé avec elle pendant environ 1 heure avant de l'attaquer soudainement, la poignardant au moins 28 fois. Dans son journal, Wolf écrit « Aujourd'hui, Cindy et moi nous sommes enfuis et avons tué une vieille dame. C'était très amusant. » Collier s'est fait l'écho de sentiments similaires dans ses aveux, déclarant « Nous voulions en faire un autre. Nous voulions juste tuer quelqu'un, juste pour s'amuser. » Les jeunes filles ont été arrêtées dans les heures qui ont suivi le meurtre et jugées en tant que mineures. Elles ont été reconnues coupables de meurtre au 1er degré et condamnées à la peine maximale prévue pour les mineurs, à savoir l'emprisonnement jusqu'à leur 25e anniversaire. Collier a été libéré en 1992 et Wolf en 1995. Après leur libération, les 2 hommes se sont séparés. Collier a fondé une famille dans le nord de la Californie et n'a plus eu de démêlés avec la justice. Wolf, quant à elle, a connu une période plus difficile après sa libération, mais a fini par changer de vie. Elle utilise son expérience pour aider d'autres personnes à faire face aux abus subis pendant l'enfance et aux parents violents. David Brum. David Brum, né le 3 octobre 1971, est devenu l'un des plus jeunes meurtriers de masse d'Amérique lorsqu'à l'âge de 16 ans, il a tué ses parents, son frère et sa sœur à coups de hache en février 1988. Ce crime choquant, qui s'est déroulé à Rochester dans le Minnesota, a révélé le côté sombre de cet adolescent apparemment poli et dégingandé. Dans la soirée du 18 février 1988, les corps de Bernard Brom, 43 ans, de sa femme Paulette, 42 ans, de leur fille Diane, 13 ans, et de leur fils Richard, 11 ans, ont été découverts dans leur maison. Les 4 victimes présentaient de nombreuses entailles à la tête et à la partie supérieure du corps. L'arme du crime, une hache tachée de sang, a été retrouvée dans le sous-sol. David et son frère aîné, Joe, ont d'abord disparu de la maison, ce qui a conduit la police à soupçonner un possible enlèvement. Cependant, une amie de David s'est manifestée, révélant qu'il lui avait avoué en détail comment il avait tué sa famille. David a été capturé le lendemain près du bureau de poste local. L'affaire de David a d'abord été renvoyée devant le tribunal pour enfants en raison de son âge, mais la gravité du crime lui a valu d'être jugé comme un adulte. Sa défense a invoqué l'aliénation mentale et la maladie mentale, ce qui est devenu un point central du procès. Le 16 octobre 1989, David a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré et condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive, avec 52 ans et 6 mois avant la libération conditionnelle. Le motif des actes de David n'est pas clair. Il s'est éteint les cheveux, avait rasé les côtés
et s'était fait des pointes à l'arrière, et des rapports faisaient état de problèmes avec ses parents à propos de la musique qu'il écoutait. Il avait également proféré des menaces à l'encontre de ses parents et de ses amis. En outre, il avait des antécédents de tentatives de suicide et avait été diagnostiqué comme souffrant d'une grave dépression. Ce crime a choqué la communauté de Rochester et a attiré l'attention des médias nationaux en raison de l'horrible violence, du jeune âge de l'auteur et de ses problèmes de santé mentale. Le juge de première instance, qui a pleuré après le prononcé de la sentence, a décrit l'affaire comme une tragédie extrême et monumentale. David purge actuellement sa peine au centre correctionnel du Minnesota à Stillwater. Harvey Miguel Robinson. Harvey Miguel Robinson, né le 6 décembre 1974, est devenu l'un des plus jeunes tueurs en série d'Amérique lorsque, à l'âge de 18 ans, il s'est lancé dans une violente folie meurtrière, assassinant 3 femmes et en blessant 2 autres en moins d'1 an. Robinson, originaire d'Allentown, en Pennsylvanie, n'était pas étranger à la violence, avec un père alcoolique et violent qui fut plus tard incarcéré pour le meurtre brutal de sa maîtresse. Les problèmes de Robinson ont commencé très tôt. Il a été arrêté pour la première fois à l'âge de 9 ans et a manifesté de graves troubles du comportement à l'école, notamment une incapacité à distinguer le bien du mal et un fort dégoût de l'autorité. En grandissant, ses menaces et ses accès de colère se sont intensifiés, et ses camarades comme les représentants de l'autorité ont commencé à le craindre. En août 1992, Robinson a commencé sa série de meurtres. Il a violé et assassiné Joan Burghardt, une aide-soignante de 29 ans, à son domicile. 1 mois plus tard, il est arrêté pour cambriolage et purge 8 mois de prison. Après sa libération, il a de nouveau frappé, enlevant et tuant Charlotte Schmoyer, une porteuse de journaux âgée de 15 ans, en juin 1993. Il l'a violée et poignardée plus de 20 fois, lui tranchant la gorge. Le mois suivant, Robinson a violé et étranglé Jessica Jean Fortney, une grand-mère de 47 ans. Il s'en est également pris à une fillette de 5 ans, la harcelant pendant des jours avant de s'introduire chez elle, de la violer et de l'étouffer. Par miracle, elle a survécu. Une autre survivante, Denise Samcali, a joué un rôle crucial dans la capture de Robinson. Après avoir échappé à sa première attaque, elle a accepté de servir d'appât, ce qui a conduit à une fusillade entre Robinson et un officier de police. Robinson a finalement été retrouvé dans un hôpital local où il s'était fait soigner pour ses blessures. Robinson a été reconnu coupable des 3 meurtres et condamné à mort en novembre 1994. Toutefois, en raison de l'arrêt rendu en 2012 par la Cour suprême des États-Unis, qui a jugé inconstitutionnelles les condamnations à mort prononcées à l'encontre de mineurs, sa peine fait l'objet d'un débat permanent, 2 des 3 condamnations à mort ayant été annulées. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. 15 histoires glaçantes de jeunes tueurs en série qui pensaient que la loi ne s'appliquait pas à eux. Pour d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur vos écrans. Jusqu'à la prochaine fois, soyez prudents.